Le score. Le score. Vous avez cru comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Aujourd'hui, de la musique, de la conversation et quelques jours sous tension. Je ne parle pas d'actu, même si, mais du film qui amène ici mes deux invités. Elle est une comédienne à la folle intensité, tantôt teintée de douceur, tantôt de dureté. Césarisée pour Papicha, épatante dans The French Dispatch, comme dans Novembre, inoubliable dans Gagarine et sacrément badass dans toutes les réalisations de mon deuxième invité, réalisateur, percutant dans la comédie, Papa ou Maman, comme dans les épopées de qualité qu'il a contribué à réanimer dans les salles, avec version cap et épée, Les Mousquetaires, c'est lui, enfin les films. Il n'empêche que pour tous les deux, le 1 pour tous, tous pour un me semble extrêmement bien marché. Elle est sa Constance Bonacieux et depuis ils ont tourné une série, Carême, et le film qui les amène aujourd'hui, soit 13 jours et 13 nuits. Bonjour Lina Coudry, bonjour Martin Bourboulon. Bonjour. Et merci à tous les deux de passer par ce studio. Le film sera dans les salles exceptionnellement ce vendredi, car ce week-end démarre la fête du cinéma. Du 29 juin au 2 juillet, la séance est à 5 €. Allez donc vous créer de grosses émotions dans les salles obscures et de grosses émotions. Il va être question aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous-même fêter l'événement ? Est-ce que vous allez dans les salles, la fête du cinéma, vous allez en profiter pour... Oui, j'aimerais bien y aller. Ouais. J'aime bien y aller au moment de la fête du cinéma. L'année dernière, on était en tournage, mais c'est vraiment un moment que j'aime bien, absolument. Lina ? Pareil, c'est trop agréable de savoir que le cinéma est accessible à tous pendant quelques jours. Donc on va essayer d'y aller. Ouais. Est-ce que vous allez tenter l'expérience de la salle avec votre propre film et le vrai public? Oui. Ou c'est trop stressant? Non, c'est au contraire, ça donne beaucoup de... Il y a des énergies sublimes parce qu'elles sont très sincères et ils ne savent pas forcément qu'on est là. Moi, j'aime bien ouvrir les portes. Quand les exploitants, je leur demande gentiment et je me balade de temps en temps. Mais j'irai sans doute voir un autre film, quand même. Oui, parce que vous l'avez pas mal présenté déjà, le film, notamment à Cannes. Donc j'imagine que vous avez déjà eu les premiers retours et l'expérience des spectateurs. Oui, moi je trouve que j'ai toujours du mal, même quand les projections se lancent. Alors, évidemment, on l'a vu plusieurs fois. J'assiste toujours aux 5, 10, puis 15 minutes. Je me surprends toujours à y assister plus que ce que j'avais imaginé. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à me mettre presque à la place de celui qui est à côté de moi, qui découvre. Et dans une espèce d'empathie, je me dis, tiens, comment il est en train de recevoir cette scène que moi je connais naturellement, mais je fais semblant à un endroit de ne pas la connaître et d'essayer de voir à quel moment il pourrait la vivre. Voilà. J'aime bien voir ça avec du nouveau public à chaque fois. Il y a une question rituelle dans cette émission que je vous adresse à tous les deux. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Et à quoi vous sert-elle ? Très présente, mais elle sert à m'accompagner. Sinon, je me sentirais bien seule. Donc, j'écoute beaucoup de musique tout le temps pour me motiver, pour réfléchir, pour me détendre. Ouais. Pour le boulot aussi ? Pour le boulot aussi. Ouais. J'ai des playlists qui se dessinent à travers chaque tournage, chaque personnage. J'y réfléchis pas avant, mais il y a des sons que j'écoute et qui correspondent un peu à des rôles. Donc la musique, elle est très importante. Martin ? Idem, c'est évidemment quelque chose avec lequel on vit tout le temps. La musique, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai elle a cette capacité merveilleuse à s'adapter à nos humeurs. C'est-à-dire qu'en fonction des humeurs dans lesquelles on est, triste, romantique, stressé ou autre, j'arrive toujours à trouver un morceau de musique. Et moi, j'ai une playlist sur Spotify que j'appelle En ce moment et que j'aime beaucoup parce qu'en réalité, elle passe de morceaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui sont dans l'humeur du moment. Et j'aime bien ça, aussi bien des morceaux de musique que me font découvrir mes enfants, mes filles, adolescentes, que d'autres morceaux plus connus, voilà. Pour démarrer cette émission, une question toujours d'actualité posée ici par Marvin Gaye, What's Going On ? Le score sur Radio Nova. Marvin Gaye sur Nova, What's Going On, est toujours en compagnie de Lina Coudry et Martin Bourboulon. On parle de 13 jours et 13 nuits qui sera dans les salles ce vendredi. Le film se déroule en août 2021, depuis l'ambassade de France au moment de la chute de Kaboul et de l'arrivée des talibans au pouvoir. The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now. On ne peut pas tenter une sortie par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. Il peut me tirer dessus à tout moment s'il veut. You can solve the problem by helping us to evacuate.
Ce soupir en fin d'extrait, celui d'Eva, le personnage de Lina Koudry, tenu en joue par un taliban avec qui le commandant Mohamed Bida, Roche Dizem, tente de négocier, j'ai mis des R guillemets. C'est le récit justement du commandant Bida, paru en 2022 chez De Noël, qui est la matrice de ce film. Est-ce qu'on aborde différemment une histoire basée sur des faits réels, qui plus est, quand c'est un passé pas si lointain ? Oui, différemment par rapport à quoi, je ne sais pas, mais en tout cas... Par rapport à de la fiction pure. Oui, par rapport à la fiction pure. Oui, parce qu'il y a un endroit où, effectivement, ce sujet nous oblige, moralement, j'allais dire, à essayer de trouver la bonne distance par rapport au sujet. Et la première rencontre choc, moi, avec le récit, quand je le lis, c'est de me rendre compte qu'effectivement, c'est une histoire déjà que je ne connaissais pas, même si si je connaissais les images, comme tout le monde, de cette foule en août 2021 qui s'accrochait au train d'atterrissage des avions en phase de décollage, qui était terrifiante. On ne connaissait pas du tout la petite histoire de l'ambassade de France. Et moi, mon premier choc, c'est de me rendre compte que dans ce qu'il raconte, tout est parfaitement vrai et que c'est déjà une matière de cinéma extrêmement puissante et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. À la fois moralement et en même temps par rapport à ce qui est déjà raconté. Donc oui, il y a une précaution, j'allais dire, par rapport à la manière dont on essaye de traiter cette histoire. Lina, c'était la même chose ? Oui. Et je dis beaucoup cette phrase depuis qu'on est en promo pour ce film, mais c'est vrai qu'on se dit souvent dans le cinéma, si tu l'avais mis dans un film, on n'y aurait pas cru. Il y a beaucoup de situations de la vie comme ça. Et effectivement, là, si on m'avait raconté cette histoire comme ça, dans un film, sans que ce soit une histoire vraie, c'était déjà beaucoup. Donc, on l'aborde, je crois, oui, d'une manière différente, sans quand même se brider, parce qu'on se laisse quand même des libertés. Moi, je parle au jeu. On est assez quand même libre avec Martin, parce qu'on se dit pas, on est en train de faire un biopic et on va imiter des personnages, mais on a quand même une responsabilité de ne pas dépasser, de ne pas se permettre des choses qui pourraient gêner certaines personnes. Et de toute façon, l'histoire est tellement riche et tellement impressionnante, extraordinaire que, voilà, comme je disais, si on l'avait mis dans un film, on n'y aurait peut-être pas cru. Et il se trouve que c'est un film et que c'est une histoire vraie. Ce personnage, Eva, justement, c'est une humanitaire interprète franco-afghane. C'est un mélange, si je ne m'abuse, de deux protagonistes de la vraie vie, soit un traducteur et membre d'une ONG. Elle n'est pas militaire, elle se retrouve à un endroit qui n'est pas le sien, choisi par Mohamed Bida pour traduire les conversations avec les talibans. Et je me suis demandé si, en fait, sur les épaules de Lina, ne pesait pas d'une certaine manière la charge du suspense. Parce que comme c'est une histoire dont on connaît l'issue, faut endosser à la fois la terreur ressentie par le personnage et par les spectateurs et les spectatrices. Oui. Elle se retrouve là alors qu'elle n'aurait jamais dû être là. Donc déjà, il y a ce point de départ qui la rend, fébrile, parce que c'est pas. Elle n'est pas militaire. Elle vient ici pour elle-même se sauver. Et elle se retrouve à devoir prendre part à toutes ces discussions et avoir la responsabilité un petit peu que ça se passe bien. Donc oui, c'est un rôle, je l'ai appelé un peu un rôle fonctionnel, parce qu'au départ, on se dit qu'elle va seulement traduire. Et donc en fait, il n'y a pas la place pour son opinion ou son jugement ou son ressenti. Mais de fait, et de par la mise en scène de Martin aussi, on s'est permis de rentrer un peu dans son intérieur et de s'attacher à elle par ses émotions, ce qu'elle vit et comment elle va le vivre. Et elle est obligée, en fait, d'être présente au vrai sens du terme. Elle est obligée d'être là et de participer à ça malgré elle. Alors, je disais qu'on connaît l'issue de l'histoire, ce qui n'empêche pas le film d'être extrêmement tendu. Enfin, moi, je le disais en off, j'ai eu 2-3 moments d'apnée quand même sur certaines scènes. Comment est-ce qu'on travaille cette tension-là, Martin ? C'est toujours mystérieux. Après, c'est la fameuse loi du cinéma de la théorie de la bombe sous la table. C'est-à-dire que le suspense versus la surprise. On sait comment ça se termine, on se demande comment tout ça va malgré tout se passer. Même si, effectivement, l'issue de cette histoire, encore une fois, est quand même un peu plus confidentielle, parce que cette histoire propre à l'ambassade de France, on ne le sait pas forcément. Et comment on travaille ça ? On essaie de trouver la bonne grammaire, parce qu'on comprend aussi très rapidement, en tout cas dans les intentions que j'avais et que j'ai très vite partagées avec les acteurs, mais aussi avec tous les gens, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé à la technique. On a un contrat où on a envie de prendre un rendez-vous avec l'attention, avec l'aspect un peu thriller, les événements, cette formule, respecter la formule
un objectif, des obstacles, donc une action et comment ça va se passer. Et c'est aussi faire appel à une cinéphilie large qui commence déjà par un processus un peu d'élimination, en tout cas pour mon cas. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, avant même de savoir comment je veux tourner les scènes, je me dis d'abord déjà comment je pense qu'il ne faut pas les tourner. Ouais. À tort ou à raison, mais c'est de toute façon une méthode avec laquelle je me suis senti confortable. Et par exemple, il y a une grammaire, sans être trop technique, que j'ai extrêmement rapidement évacuée, qui est le principe de la caméra à l'épaule. Une captation un peu chahutée, très en mouvement, où la caméra finalement viendrait créer un chaos, viendrait créer une écriture un peu agitée, là où je pensais qu'il fallait justement faire l'inverse, dans une caméra beaucoup plus posée, en retrait, plus passive, parce que la force des événements en temps réel, et dans leur dramaturgie, devait justement prendre le temps d'exister pour créer la tension et l'intensité. Et ça me paraissait plus juste, en fait. Ouais. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Rema et ce sera juste après la pub. Rema sur Nova, Baby, Is It a Crime, un titre dont j'ai l'impression qu'il séduit Lina Coudry. Ouais, moi, je j'adore ne sais pas Rema, pour Martin Bourboulon, je ne sais pas si vous êtes raccord sur les choix musicaux, mais ça peut faire partie des playlists, ça par exemple. Rema, j'écoute beaucoup Rema. Ouais. Ça, c'est les playlists, c'est quand je me réveille ou quand je veux un peu... Là, j'étais en train de danser. Ouais, j'ai vu. On parle du film 13 jours et 13 nuits qui sera dans les salles, je le rappelle, ce vendredi. On parlait de chaos il y a un instant et de la manière de le filmer. Il y a des scènes, notamment il y a une scène en particulier qui moi m'a marquée, mais au-delà du fait que je sois complètement agoraphobe, il y a un moment où le personnage de Lina cherche sa mère au cœur d'une marée humaine qui cherche refuge à l'ambassade. Ça c'est pareil, ce genre de scène avec énormément de monde et en même temps un point de vue qui est un peu plus à l'extérieur. Comment est-ce qu'on la travaille ? Il y a plusieurs choses en fait qui questionnent la manière d'aborder une scène comme celle-ci. C'est déjà trouver le bon équilibre entre ce qu'on va imaginer de l'ordre de l'épique et de l'intime. Ouais. Il y a une dimension épique très assumée, très volontaire, avec cette foule dans une réalité historique terrifiante, avec cette foule qui s'est massée comme ça au port de l'ambassade et plus précisément à l'aéroport. Et donc il faut mettre ça en place, l'assumer avec les outils du cinéma, des mouvements de grue, donner de l'ampleur et aussi savoir quel genre de film on est en train de faire. Moi, je sais aussi à ce moment-là que je prends en compte le spectateur, je prends en compte l'ambition du projet qu'on imagine. Et à cette épique se joint effectivement la réflexion plus intime, le destin de cette jeune de ce personnage joué par Lina, qui à ce moment-là cherche sa mère, perdue dans la foule. Il y a quelque chose de beaucoup plus sensoriel, de beaucoup plus intime, beaucoup plus sensible qu'il faut essayer aussi d'aller capter. Et c'est un peu à l'image de tout le film en réalité, quoi. C'est trouver toujours cet équilibre entre le très très grand, l'épique et l'intime. Et le drame intime. Voilà, j'essaie de trouver cet équilibre-là. Roche Dizem incarne donc le commandant Bida. Une évidence comme comédien, dites-vous, Martin, et comme partenaire. Quel genre de partenaire de jeu est-ce qu'il est, Lina ? Il est parfait. C'est un grand acteur, un être humain incroyable, gentil, drôle. Très drôle, Rushdie, donc toujours de bonne humeur. Et vraiment, moi, j'admire Rushdie en tant qu'acteur depuis toujours et en tant que réalisateur aussi. Et je trouve que son parcours est admirable. Et quand on a comme ça quelqu'un qu'on admire, de qui on a vu tous les films, et qu'on se sent, moi, je me sens un peu appartenir à son univers, évidemment, on a un peu d'appréhension dans le bon sens du terme en se disant je vais tourner avec Roche Dizem, l'affiche ça va être Roche Dizem et Lina Coudry, il va falloir que je sois à la hauteur, il va falloir que je relève le défi. Et en fait en arrivant sur le tournage vraiment, mais je crois que c'est un des qualités des grands acteurs, c'est qu'il a jamais été dans un rapport de je suis au-dessus ou je vais te donner des conseils. Il n'a jamais été là-dedans. Il a toujours été un acteur au travail, très, très carré. Même son expérience en tant que réalisateur, il ne la met jamais au mauvais endroit. Et c'est quelqu'un qui est dans le partage et qui en fait, on m'a souvent posé la question, alors est-ce que Rushdie t'a donné des conseils, mais pas du tout. En l'observant, c'est des conseils, en l'écoutant, me raconter des histoires, ça m'oriente. Donc je suis très très heureuse d'avoir partagé ce film avec lui. Merci Martin pour cette idée incroyable. Est-ce que je me trompe si je vois aussi dans ce film une ode au héros sans cape Nicolan ?
Au Je sais pas héros si vous voyez ce que je veux Nicolas, dire. Ouais. au C'est-à-dire qu'il y a héros du l'impression monde que- moderne, plus contemporain. C'est-à-dire que c'est un héros, au stricto sensu, mais en même temps avec peut-être une volonté de je vais pas réussir à dire le mot. Déshéroïser. Voilà, c'est ça. Merci. C'était ça le mot. Oui, en fait, c'est une formule qu'on se répète et que j'avais même un peu en tête aussi avant et dans laquelle Rochdy a magnifiquement réussi à l'interpréter, c'est que finalement, c'est un homme qui aide sans vouloir briller. Ouais. Et c'est une belle définition du héros. C'est-à-dire qu'il fait des choses extraordinaires. Mettre en place et en perspective aussi la peur met en valeur son courage. Si on n'a pas peur et qu'on fait les choses, du coup, il n'y a pas de courage. Et à l'arrivée, on voit bien qu'il en a peur aussi. Mais il ne fait pas ça pour briller auprès des autres, ni finalement presque auprès de lui-même. Il se retrouve dans cette situation extraordinaire qui n'était pas prévue. Il fait aussi son devoir en tant que commandant de police, au service d'un ordre, d'un drapeau aussi. Il fait ça pour la France aussi. Il le revendique et il l'assume. Mais j'aime beaucoup utiliser la première image que j'ai proposée à Rochdy, c'est celle d'un skipper de bateau. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je fais un peu de voile et le skipper par rapport à son équipage, il doit toujours être infaillible, toujours paraître sûr. Il connaît le cap, il rassure dans la tempête, il désamorce les situations dangereuses. Mais ce même skipper, quand il se retrouve seul dans sa cabine, il a peur aussi. Il ne sait pas forcément. Bien sûr. Il doute. Est-ce qu'il vraiment il a fait les bons choix? Et on aimait beaucoup ça. Et en réalité, même en figurant aussi c'est un acteur que j'avais envie de filmer sur scène et en coulisses. Et du coup, avec Rochdy, on a construit ça et il a vraiment capté ça. Et il y a plein de moments d'ailleurs qui sont dans le film, de petits moments volés qui n'étaient pas prévus au plan de travail, qu'on a tourné en fin de scène, où il est tout seul sur une chaise, allongé sur un lit en chaussettes, tout simplement dans un espèce de désarroi un peu où on imagine sa main qui tremble. Des moments où il rassure à la fois le personnage de Lina et lui-même dans le vestiaire juste après va sombrer aussi en se disant mais tout ça est difficile. Et ça, j'aimais beaucoup cette figure-là. Mais c'est un héros. Parce que ce qu'il a fait, beaucoup n'auraient pas pu le faire et n'auraient pas osé le faire. On poursuit la conversation dans un instant. On reviendra sur vos collaborations multiples et communes. Juste avant, on écoute Dr. Dre avec The Next Episode. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Dr. Dre sur Nova, The Next Episode, un titre habilement choisi, d'une part parce que je crois qu'il fait partie des playlists de Lina Coudry et j'ai pu constater de Martin Bourboulon aussi, mais également parce qu'après 4 collaborations ensemble, j'avais envie de savoir quel serait le prochain épisode entre vous, évidemment. Pas bien maligne sur ce coup-là. Je vous pose vraiment la question, c'est une vraie question. Vraiment, on ne sait pas, on n'a pas de projet. Déjà, on sort 13 jours, 13 nuits. Vendredi, exactement. Allez-y, c'est la fête du cinéma à partir de dimanche, vraiment foncez. Ouais, merci de nous soutenir. Mais non, c'est pour la suite, j'espère qu'on se retrouvera, mais on n'a rien à vous annoncer. Bon, ok. Alors on va revenir en attendant, si vous le voulez bien, sur ces multiples collaborations. D'abord sur les 3 mousquetaires d'Artagnan, c'était... en tout cas en tant que spectatrice, le début de ce que je vais appeler le Dumas-verse, vraiment. Est-ce que vous vous attendiez l'un comme l'autre à une telle folie, un tel engouement autour de son œuvre ? On ne s'attend jamais à... Ouais. On ne sait pas, on espère que ça touchera le plus de monde possible, mais c'est vrai que les 3 mousquetaires, ça a été un sacré dossier et qui nous a un peu dépassés, effectivement, mais qu'on a adoré faire et on est trop content que ça parle à tout ce monde. Le nombre de bacheliers qui vous remercient également, vraiment. Non, mais c'était un pari un peu fou, les 3 mousquetaires, avec le paradoxe en plus que c'est des productions qui ont été lancées au moment du Covid, au milieu où un article sur 2 était en train d'alerter sur la fin de la salle de cinéma, sur la fréquentation en salle. Et paradoxalement, ça, on le doit vraiment à l'impulsion, la folie et l'ambition du groupe Pathé, mais aussi de Dimitri Rassam, le producteur, qui a, dans ce moment un peu fou, senti qu'il fallait... Et moi, pour la petite anecdote, la première fois qu'il m'en a parlé, je terminais moi-même mon précédent film qui s'appelait Eiffel à ce moment-là, avec Romain Duris et Emma Mackey. Une épopée également, dans un autre registre. Absolument, produite par Pathé, qui était déjà un film très compliqué, ambitieux, voilà. Et Dimitri me convoque, on se parle souvent, on travaille ensemble depuis une dizaine d'années, et il me dit on va refaire les 3 mousquetaires et j'aimerais vraiment que tu le fasses et tout. Et je crois que c'était une blague, très honnêtement. Une blague, pas de mauvais goût, mais une blague au sens où j'ai mis un petit temps avant de réaliser que la proposition était sérieuse. Il n'y avait rien, parce qu'il n'y avait pas le scénario, mais il me disait j'ai une sensation qu'il faudrait refaire les 3 mousquetaires aujourd'hui.
Mais j'étais aussi un peu terrifié à l'idée de me dire, mais mon Dieu, mais comment on peut refaire les Trois Mousquetaires aujourd'hui ? Puis pas un film, 2 films Alors simultanément. il y avait l'enjeu technique, le marathon, l'endurance, tout ça, mais ça, c'était presque déjà... Au moins, il y avait la vision qui était déjà actée. Mais là, c'était ce moment, on est le film d'après tant d'adaptations. Qu'est-ce qu'on va amener de plus ou qu'est-ce qu'il faut au contraire pas amener et respecter ? Enfin, je trouvais ça vertigineux, mais le simple fait de déjà me poser la question et de m'intéresser, je sentais qu'il y a un endroit de moi qui était parti dans le challenge en réalité. Quoi amener ? Il y a par exemple une vision des personnages féminins qui est sensiblement différente de celle des romans. Par exemple, Constance Bonacieux, dans Milady comme dans D'Artagnan, c'est pas que l'amoureuse du héros. Elle a une partition à jouer, elle a un truc bien sûr, un peu badass. Faut quand même bien dire ce qu'il y a. Oui, ça allait de fait. Le personnage de Milady constituait toute cette galerie d'acteurs merveilleux dont font partie évidemment Lina, mais aussi Vicky Krieps. Enfin, voilà, on connaît le casting de ce film. Et moi, c'est vrai que tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que par un effet un peu boule de neige, les acteurs les uns après les autres qu'on souhaitait dans notre liste numéro 1, il n'y a pas eu de casting sur ce film. Il faut quand même qu'on le précise. Je n'ai pas eu d'acteurs qui m'ont dit non. Donc, ce qui arrive et ce qui n'est pas grave. Donc, je me suis habitué à ça aussi. On ne se souvient que des acteurs qui font les films, pas de ceux qui ont failli les faire. Donc, un acteur ne rencontre pas le désir d'un projet, c'est pas du tout grave, on se retrouvera après. Mais là, c'était pas le cas. Tous les acteurs à qui on a proposé, commencé par les 4 garçons, ont foncé. Et puis après, c'est vrai que ça a déclenché des envies des autres, je pense aussi. Mais alors, moi, je vois un fil commun entre vos œuvres communes, vraiment très redondant au niveau des adjectifs, que ce soit 13 jours, 13 nuits, Les Mousquetaires, comme la série qui vous rassemble aussi, Carême, sur Apple TV. Ouais. Il y a quelque chose dans la narration qui tournerait peut-être autour du pouvoir de la désobéissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une mise en scène de ça dans toutes ces œuvres-là. C'est après coup qu'on se rend compte pourquoi on fait les choses, donc il faudrait que je m'allonge et que j'en parle un peu plus. Mais Elina aussi, de fait, parce qu'accepter des rôles de femmes... Non, mais c'est vrai, moi, et surtout, c'est drôle, parce que je suis très désobéissante. Donc, dans la vie... Non, mais j'ai un vrai problème avec l'autorité, en général. Et tout, ça me fait rire quand même. Une rebelle. Mais c'est pas... Oui, bon, mais c'est pas rebelle, c'est juste vraiment... Ça me procure Comme vous dites, vous êtes claustrophobe, ça me fait un peu la même sensation quand on me donne des ordres. Ouais. Ça me stresse. Et donc, quand vous dites il y a un fil conducteur sur la désobéissance, j'aime bien. Mais la désobéissance à bon escient, hein. C'est bien des gens qui ont vraiment, qui ne désobéissent pas par plaisir. En l'occurrence, le personnage de Lina dans Carême, c'est une femme qui désobéit avec un motif. Alors, je rappelle juste le contexte. C'est l'histoire du premier grand... chef cuisinier en fait, de l'histoire, sous Napoléon, mais auquel s'ajoute une autre dimension qui était dans le livre de Ian Kelly, que potentiellement il aurait pu être également un espion. C'est aussi le cas du personnage de Lina, et ce sont des gens qui désobéissent, mais par nécessité pour le coup. Exactement. Ouais. La désobéissance, je pense que c'est un moteur fort de personnages de fiction. Et de la vraie vie aussi. Et de la vraie vie aussi, évidemment. Et puis c'est un cadre auquel on a besoin tous de se confronter. Moi je vois ça... avec une parenthèse plus personnelle, les enfants, ils ont besoin de désobéir, mais ils ont surtout besoin qu'on leur dise d'arrêter de désobéir. Et le cadre forme également. Donc, je pense que l'un va avec l'autre. Et c'est vrai que... Oui, alors après, Lina, ce qu'elle précise pas, c'est que malgré tout, elle est extrêmement agréable à travailler pour justement avoir travaillé à plusieurs reprises avec elle. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle est d'une certaine manière très en écoute, très réceptive et aussi finalement assez docile. Parce qu'on lui demande de passer d'une prise à l'autre, d'une intention, d'une couleur. Et c'est toujours en disponibilité... permanente, là où d'autres acteurs peuvent être plus retors et discuter un peu chaque prise, ce qui n'est pas du tout son cas. Désobéissante, mais disciplinée, ce sera donc la conclusion. Nouveau titre, on écoute David Bowie avec Modern Love sur Nova. Le score sur Radio Nova. David Bowie sur Nova, Modern Love, un titre qui avait été repris sur la bande originale de Papa ou Maman, film signé Martin Bourboulon, cette fois sans Lina Coudry. Je suis désolée, j'ai fait une petite exception. C'est grave, je vous en veux pas. Mais ceci dit, ça marche pour tout le monde, David Bowie, j'imagine. Ça marche pour tout le monde. Ça, c'est vraiment une question rhétorique, puisque personne ne peut dire non, franchement, j'ai quelques réserves, c'est pas... Voilà. Martin, j'ai pu constater qu'il y avait quasiment un genre nouveau à chaque film. Vous avez tatoué à peu près de tous les registres. Comédie, épopée, thriller ici. Ouais, ça c'est génial. C'est le luxe que j'ai aujourd'hui. Enfin, le luxe, en tout cas,
le plaisir d'essayer de faire comme certains grands réalisateurs qui, en réalité, placent leur métier sur l'idée d'avoir un point de vue sur un sujet, quel que soit son genre. Et moi, j'aime ça, j'aime cette dynamique, j'aime le cinéma évidemment de Spielberg ou d'autres grands metteurs en scène comme Clint Eastwood, par exemple, mais qui ont finalement passé leur vie à changer de genre en ayant toujours un point de vue qui fait, d'une certaine manière, leur œuvre. Spielberg, il passe du film historique à la comédie, au film de science-fiction, enfin, il a tout fait. Et c'est plus difficile, je trouve, à faire en France, c'est de sortir un petit peu des étiquettes. Et après ce premier film, enfin ces 2 premiers films de Papa ou Maman, succès un peu surprise quand même pour un démarrage, je me suis rendu compte que on ne pense à vous que pour des films où il y a des parents qui divorcent et des enfants qui sont turbulents. Donc tout d'un coup, le piège est un peu d'essayer de peut-être refaire ce qu'on a un peu déjà fait, mais à la manière même d'un acteur. Où moi, j'aime aussi, quand je me projette sur un casting, voir dans une carrière déjà comme celle de Lina, où ils vont parler de Rosie, qui ne sont jamais totalement enfermés dans un genre, que ça soit... c'est intéressant, un acteur qui est capable de faire des films plus intimistes, des films plus adressés vers le public. C'est très important, je trouve. Lina, la comédie pure, c'est pas un registre dans lequel on vous a vu jusqu'ici, si on accepte l'Empire de Dumont, mais qui est vraiment un type de comédie très particulier. Mais c'est une aventure qui vous tenterait ? Oui, c'est pareil. Ce que dit Martin est très juste, c'est qu'on a envie de s'essayer à tous les genres, à tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'on m'imagine pas beaucoup. Big up Bruno Dumont, ce qui m'a quand même permis de le faire. Mais on m'imagine pas beaucoup en comédie, et pourtant j'aime bien ça. Ouais. Et je vous soupçonne d'être très drôle. Dans Hors Norme, il y avait un petit peu... Oui, un petit peu dans Hors Norme, il y avait des vrai. petites scènes très touchantes, très c'est mignonnes. C'est pas le film le plus drôle de Eric Olivier. Non, mais c'est déjà d'être dans l'univers de Nakash Toledano, c'était super. Ouais. Ah non, c'est pas là, on a changé de... J'allais dire, ils sont en tournage à côté, mais on a changé de radio. Oui, c'est ça, c'est de l'autre côté, c'est pas la même rive, on va dire. Pour revenir sur vos carrières respectives, mais alors pour le coup, pas forcément ensemble, je vous propose un petit jeu qui est une sorte de « tu préfères ». Je ne sais pas si vous êtes d'humeur joueuse ou pas. Toujours. Lina, pour des conseils mode sur tapis rouge, vous prendriez plutôt ceux de Nathalie Baye dans Haute Couture ou de Timothée Chalamet, votre partenaire de The French Dispatch, pour l'ensemble de ses prestations sur le dit tapis? Timothée, quand même, il ose pas mal, mais je ne sais pas si le je prendrais... dos nu à Venise, quand même. Non, mais remarquable, mais je n'irai pas jusque-là. Donc, je prendrai ceux de Nathalie. De Nathalie Baye, très bien. Martin, pour des vacances alternées, plutôt chez Marina Foïs ou chez Laurent Lafitte? Aux interprètes de Papa ou Maman, vous avez le droit au Joker Jonathan Cohen. Ce sera le seul qui sera toléré. Là, comment on peut choisir entre Papa et Maman là, c'est quand même difficile. Il faut bien. C'est Marina, vous qui avez lancé le débat. Je sais qu'elle cuisine extrêmement bien et que je suis fan de cuisine. Je mettrai un petit plus pour Marina. Lina, pour une balade à cheval, quel mousquetaire? Pio, François, Romain ou Vincent, avec qui vous avez d'ailleurs aussi joué dans Hors Norme? François, parce que c'est d'Artagnan, et évidemment, et Pio pour rigoler. Pour la rigolade. Oui. Ça sera donc la conclusion. On marque une courte pause publicitaire, on revient juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Lina Coudry et Martin Bourboulon, et je voudrais qu'on aborde l'espace d'un instant. En fait, ce qui a créé votre vocation. À quel moment vous vous êtes dit, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie? Comédienne, réalisateur? Moi, ça a mis un peu de temps parce que je faisais du théâtre au lycée, mais vraiment sans savoir que ça pouvait être un métier. Ensuite, j'ai été faire d'autres choses et puis ça m'a manqué. Et donc, je suis revenue sur les bancs de la fac pour reprendre une licence en théâtre, en art du spectacle. Et je pense que oui, c'est autour et c'est entre 18 et 22 ans. Et c'est le manque de la scène et du plateau qui m'a vraiment guidée et dirigée vers ça. Martin? Moi, j'ai un père qui est dans le cinéma, qui est producteur de cinéma. Donc, assez jeune, j'ai eu accès à des plateaux de tournage. On parlait il n'y a pas longtemps c'est vrai que j'avais 13 ans, je crois, sur La Fille d'Artagnan. Avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, toute cette belle équipe. Donc j'ai finalement eu un contact assez jeune avec la magie du plateau, l'envers du décor en réalité. Je pense qu'au début, j'avais plutôt envie de faire de la lumière dans mon souvenir. Pas du tout être acteur et tout ça, mais la mise en scène, je me rappelle d'un déclic de fabriquer de l'émotion avec du faux, de mettre en scène. Ouais. Et ça m'avait plu. Et sans doute que je me suis lancé là-dedans assez jeune, vers 20 ans, j'ai eu envie de
fabriquer, de mettre en scène, de diriger des acteurs. Je trouvais que c'est un métier tellement complet, tellement merveilleux au sens large. Ça fait appel à tellement de choses différentes que ça m'a plu, ouais. Mais est-ce que l'un comme l'autre, vous avez un souvenir précis du moment où vous vous êtes dit « je suis au bon endroit » ? Moi, je pense que quand je reviens à la fac, après avoir fait plein de petits boulots, etc., et que je monte sur scène, je me souviens très bien, c'était un cours sur le lâcher-prise. Ouais. Et on devait rentrer sur scène, faire je sais pas quoi, un cours de théâtre très abstrait. Et c'était le truc le plus chelou que j'avais eu à faire jusqu'à ce moment-là de ma vie. Mais l'endroit où je me sentais vraiment à ma place. Où je me suis dit, là, je vais pouvoir vraiment m'exprimer. Ça a l'air très ridicule, ça a l'air hyper bizarre. Tout n'est pas normal dans ce qui est en train de se passer. Mais moi, je suis sur scène, dans une espèce de bulle. Je me souviens, le sol était noir, le fond était noir, les rideaux étaient noirs. Donc j'étais dans une boîte noire. Et j'avais l'impression vraiment je sentais je sentais le projecteur et je me disais, c'est en train de me montrer exactement la place où je dois être. C'est là. Je sais pas, c'était un moment un peu surnaturel, mais je m'en rappelle très bien. Martin ? Moi, j'ai commencé à travailler tôt et à faire mon métier de réalisateur assez tôt. En réalité, à 25 ans, j'ai intégré l'équipe des Guignols de l'Info, où on mettait en scène les petites fictions avec les marionnettes. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc, j'ai fait 150 fictions, des petits sketchs, on a mis en scène des pubs, des parodies insensées, merveilleusement bien écrites. Et pour répondre à votre question, je me suis senti à ma place le moment où je me suis rendu compte qu'effectivement, le matin, tu arrives, tu as quand même des marionnettes en latex qui sont posées sur une table. Et tu dois en faire un sketch qui doit non seulement faire rire, mais raconter quelque chose avec un discours politique, des décors. On a fait des trucs insensés, des parodies de Pulp Fiction. Enfin bon, il y a des trucs génialissimes. Et là, je me disais, je suis à ma place parce que on fait vraiment, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on fabrique vraiment quelque chose avec complètement du faux, quoi. Et là, c'est même pas des êtres humains, c'est des marionnettes qui font cette taille-là et tout était surélevé. Enfin, c'était un art de la bidouille. De la mise en scène et j'ai énormément appris et je remercie toutes ces équipes. Il y avait d'ailleurs Philippe Mechelin, Julien Hervé, Yves Le Roland et d'autres qui avaient vraiment cette science de la mise en scène au service d'un texte et il y a eu des choses sublimes qui ont été faites. Avant de vous laisser établir votre playlist, oui, je vous l'annonce maintenant, vous allez devoir choisir 7 titres dans les playlists de Nova pour accompagner la dernière demi-heure de l'émission. Super. Le dernier titre que j'ai choisi, c'est pour le fan du Temps des Gitans et du travail de Goran Bregovic. Bon, le seul titre que j'avais en magasin était Iggy Pop, In the Death Car. Je ne sais pas si ça conviendra. Merveilleux. Allez, c'est parti. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Iggy Pop et Goran Bregovic sur Nova avec In the Death Car et toujours en compagnie de Lina Coudry et Martin Bourboulon. Avant de découvrir votre playlist commune, vous êtes acquittés de la tâche avec une efficacité redoutable, je dois dire. Il y a une autre tradition ici, c'est une rafale de questions sur la musique qui est liée à vos souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Et j'ai pas le droit de juger vos réponses. C'est faux, parce que vraiment, littéralement, je le ferai. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre ? Émilie Joly. Ouais, Philippe Châtel. Oui. Ouais. Chanson du hérisson. Le hérisson, j'adore. Bah oui. Bien sûr. Je sais pas, j'ai envie de dire Space Girl, Wannabe. C'est ça ? Parfait. Allez, le titre de votre adolescence. De mon adolescence, j'écoutais beaucoup de rap. Et donc j'ai envie de dire rough au-delà de mes limites. Très bien. Martin ? Hey, des Pixies. Votre hit de karaoké. Céline Dion. Tous les sons. Un classique, évidemment. Tout Céline Dion. Ouais. Faut avoir un bon niveau. Ouais, faut avoir un bon niveau. Ou de la confiance, ou très simplement. Le hit tout court, les chansons de Michel Berger. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Je sais pas. Franchement, il y a rien de surprenant parce que vraiment, j'écoute tout. Donc, pas de surprise. Non, là, j'écoute Angèle en ce moment. Très bien. Ça sent la daronie, si je peux me permettre. Un peu. Ouais. Mais je critique pas, je partage. J'écoute ça avec ma fille parce que franchement, je trouve que c'est super. Ben ouais, c'est super. Il y a des musiques merveilleusement bien écrites et les textes, quand on les écoute, sont très intéressants. On la remerciera jamais assez pour Balance ton quoi. Voilà. Exactement. Vraiment... Non, il y a des très très belles chansons. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse.
Je sais pas. J'aime bien le fait que vous vous consultiez l'un et l'autre. On se regarde. Qu'est-ce qui peut me faire danser Non, mais Burna Boy. Ouais. Ok. Alors aussi, j'en ai un... Tyla Water. Ouais, aussi. Qu'on a mis dans la playlist, mais ça c'est des titres de Bruno Mars, moi aussi, là, dans les playlists. Locked Out in Heaven, par exemple. Et le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. On n'a pas dit qu'on était que charitable. Moi, franchement, je peux pas écouter de la techno. Il y a un autre, métal, du métal, je peux pas. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Votre chanson de comédie musicale préférée? Ah bah ça c'est facile. Vas-y. City of Stars de La La Land. Ouais. Ah ouais, j'avoue, je peux pas dire. Il y a deux versions, une a cappella et une musicale. Magnifique. Tube, au moins une fois par semaine. Ouais. Après, les Demoiselles de Rochefort, mais c'est pas vraiment ça marche quand même. Des tubes, mais c'est cool. Et enfin, la catégorie pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Moi, il y a une chanson qui me lâche pas, mais depuis que je suis née, j'ai l'impression qu'il y a une puce qui a été mise dans ma tête. C'est la chanson de Mario Kart. Vous voyez ce son? Ça revient tout le temps dans ma tête. C'est pas mal, moi, je trouve, comme BO, pour se motiver un peu. Hey la chanson pénible qui est toujours en la tête, j'ai rien qui me vient là, tout à fait. Bah, tant mieux, c'est qu'il n'y en a pas. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc qui tourne en boucle. D'autres choses qui tournent en boucle en tête, mais pas ça. Ça bien vous fasse. Ça, on en parlera plus tard. Parmi les choses qui tournent en boucle, j'imagine la sortie de 13 jours, 13 nuits ce vendredi. Je ne peux que vous engager, camarades qui nous écoutez, à aller voir ce film, que ce soit dès sa sortie ou durant la fête du cinéma. Par exemple. Ce dimanche, vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Vous allez vous faire quelques petites frayeurs. Je vous le dis, voilà, très simplement. Il est temps de découvrir votre playlist commune. Un petit mot rapide de chacun des titres que vous avez choisis. Je crois que c'est Lina qui a choisi Georgia Smith et Burna Boy avec Be Honest. Pourquoi ce titre? Parce que c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Georgia Smith, elle a une voix incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une voix comme ça. Et que ce son est trop cool. Tupac pour clore le score dédié à Lina Coudry et Martin Bourboulon. Je rappelle que 13 jours, 13 nuits, c'est dans les salles ce vendredi. Merci mille fois à tous les deux d'être passés par ce studio. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.